internet, on est un peu con, on s'est rendu compte qu'on vous a mis l'épisode 2 du podcast The Boys Club sur la masculinité, on l'a mis sur YouTube et on vous a pas mis le 1. Du coup, voici le 1, le premier épisode, le pilote de ce projet qui me tient beaucoup à cœur. Il y a Fab et moi et on interview Arthur, mon petit ami, qui nous parle de son rapport à son genre et de branlette entre potes. Voilà, bonne écoute. Coucou, c'est Mimi. Coucou, c'est Fab. Et bienvenue dans The Boys Club, ma gueule. On peut pas le faire en même temps si tu finis en disant ma gueule. Bah si, c'est drôle, c'était marrant, vas-y. Ça marche, on la garde. Qu'est-ce que c'est The Boys Club, Fabrice ? Eh bien, The Boys Club, c'est un nouveau podcast sur mademoiselle.com. Tout Ça à parle fait. de quoi, Mimi ? Ça parle de masculinité. Ça, c'est ton bail. Ça, c'est mon bail, Mm-hmm. oui. Si vous allez sur la rubrique masculinité de Mademoiselle, je Que pense Mimi. L'intégralité, c'est Quasiment, la seule auteure. Voilà, c'est mon bail. Et la masculinité, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, comme la féminité l'est pour les femmes, c'est un ensemble de codes qui régissent qu'est-ce que c'est d'être un homme bien, d'être pas assez un homme et d'être un homme épanoui, on va dire. Ce sont des codes sociétaux, puisqu'il n'y a rien dans les gènes qui font que vous aimez spécialement le bleu ou les voitures. Hein. C'est pas au niveau chromosomique que ça se passe. Et comme très peu de monde parle de ce thème, j'ai envie depuis très longtemps d'en parler. Et comme... En fait, je suis polie, j'attendais que les hommes le fassent, parce que c'est quand même votre bail à la fin. Bah oui. Mais comme une des composantes de la masculinité est de ne pas parler des sujets qui fâchent, Vas-y, eh on est bien, des bonhommes. vous n'en parlez pas. Bah oui. Parle pas de nos sentiments, vas-y. Voilà, ce truc de fragile, là, Vas-y, les sentiments. on Je veut suis pas un homme, pleurer. je suis un homme, c'est bien d'être un homme, voilà, c'est Voilà. tout. La bite. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter d'être polie et de me saisir du sujet Voilà. en donnant la parole à des mecs quand même pour parler de masculinité et Quand de même, qu'est-ce bien que sûr, quand c'est. même, enfin, pourquoi tu Mais non, dis mais ça ? j'aurais pu, tu vois, genre C'est faire vrai. un truc entre meufs. Non, on fait pas ça. On fait jamais ça. Ouais. Et j'ai donc décidé avec The Boys Club de donner la parole à des mecs pour qu'ils m'expliquent qu'est-ce que c'est pour eux d'être un homme en France au XXIe siècle. Eh bien, moi, je suis là pour faire la caution masculine, en fait. Mhm. Et puis, je trouve que c'est cool, en fait, qu'on arrive à mener ces interviews et ces entretiens à deux. Je vais te laisser mener l'interview parce que c'est ton truc, effectivement. Mais peut-être qu'à certains moments, je viendrai poser des petites questions que je me rends compte que tu n'as pas forcément tous les trucs parce que toi-même, n'ayant pas grandi en tant que mec, enfin, en tout cas, je Très peu. pense. En tant que garçon manqué, comme, Ouais, mais comme c'est- l'expression le ça- veut, ça mais compte c'est pas pas. pareil. Je me permettrai de venir y mettre quelques petites pichenettes à notre invité de type « Hey, on sait de quoi on parle tous les deux, hein, wink wink ». Voilà. Ça va être trop bien. Oui. Merci beaucoup de faire ce podcast avec moi. Pour ce premier épisode, on reçoit Arthur. Bonjour. Bonjour Arthur. Il est 9h30, c'est tôt. Ouais. Arthur boit son café. Pour vous donner une idée, Arthur a les yeux bleus et des taches de rousseur. Il fait 1m80 pour 72 kg. Il a 24 ans. Il est ingénieur à Paris. Et c'est accessoirement... Et je vous emmerde. Il est adorable. Ok. C'est le Il matin. a aussi des jolies lunettes, une casquette. Masunaga 1905. Et puis je pense que c'est important de le dire, mais tu as aussi des boucles d'oreilles. Sur Ah oui, chaque c'est vrai. oreille. J'oublie tout le temps. Arthur a C'est quand 2 même un boucles truc, d'oreilles à chaque oreille. C'est un truc, j'en ai Ouais. deux à chaque oreille. Pour l'histoire, c'est que en fait, je voulais en avoir 3 à une oreille, mais le mec a pas voulu me faire une réduction pour la troisième, du coup j'en ai fait que 2. Voilà. Et je me suis dit que c'était bien. Oui, c'est bien. Et Arthur est accessoirement mon petit ami depuis 1 an. Et c'est sa première fois au micro de Mademoiselle. Presque. C'est sa première fois publique. Pourquoi, Mimi ? Parce que, pour être tout à fait honnête avec vous, on a déjà enregistré ce podcast. Voilà. On a déjà enregistré. Enfin, on l'a enregistré. Il y a... on l'a déjà non, vécu. on a déjà fait il y a une semaine The Boys Club épisode 1 avec Arthur. On a parlé dans des micros. C'était top. Ça a duré 2 heures. C'était passionnant. Et l'enregistrement a bugué. Voilà. On a donc eu 12 minutes. C'est des choses qui arrivent. Voilà. C'est les aléas pas du direct, Non, les pas aléas du du direct, métier. mais de la technique, voilà. On s'est dit qu'on allait voir le verre à moitié plein et en profiter pour refaire un épisode encore plus dynamique puisque maintenant on sait de quoi on va parler, on a une idée de ce qu'Arthur va nous raconter, de ce qu'on a peut-être oublié On fera d'évoquer pas ça à il y a chaque une fois. semaine. Entendons-nous bien, parce que c'est un peu long sinon. Non, on va pas faire 2 Ok. fois 2 heures à chaque fois. Mhm. Inch'Allah, ça va enregistrer bien toutes les fois. Mais du coup, voilà, c'était pour être honnête avec vous. C'est la 2e fois qu'on enregistre qu'on fait cet épisode. Mhm. C'est la première fois qu'on l'enregistre. On tente de Une idée qu'on l'enregistrer aurait pu complètement. avoir la première fois. Et puis, troisième petit truc à vous annoncer avant ça, c'est qu'il y a des travaux dans l'immeuble, donc peut-être ça va cogner. Voilà. Voilà. Je sais pas, si vous entendez taper, c'est pas nous, hein, c'est simplement, on n'est pas en train de taper Arthur, c'est juste que ça tape dans l'immeuble. Voilà. Voilà, donc vous avez les 3 infos principales. Arthur est mon petit ami, c'est la 2e fois qu'on fait ce podcast. Et il y a des travaux dans l'immeuble, je pense qu'on peut On peut y se aller. lancer. Mhm. Bienvenue Arthur.
Merci de me recevoir, encore une fois. Mais de rien, c'était tellement bien la première fois que j'ai voulu recommencer. Arthur, ça fait quoi d'être un homme ? J'ai envie de dire, être un homme, c'est un peu d'être plus ardent que le feu d'un volcan. Mais Excellent trèfle. non, bah ça fait que voilà, c'est là. C'est bien. C'est pas mal, hein. C'est dans la société, c'est déjà un avantage, on va dire. T'es un mec blanc hétéro, donc en fait tu gagnes à peu près tout le temps, quoi. C'est ça qui est cool. c'est ça. C'est quelque chose que j'ai assez vite compris. Et c'est un peu comme tout. On évite de trop en abuser du coup. Et on Comment essaie ça, trop en abuser ? Tu pourrais être un connard. Ah oui, je pourrais être complètement un connard et bien m'en sortir à peu près tout le temps. Mais ouais, non, on évite de. Comme le disait mon pote Ben, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Beaucoup de rêves. Donc, être un homme, c'est bien dans la société, c'est plutôt sympa, mais faut pas trop en abuser. Voilà. Belle définition. Un peu comme déjà de toi. Un peu comme l'alcool. Un mec bien, c'est-à-dire que déjà tu sors du lot. J'essaye de faire croire ça à tout le monde, mais en fait t'as un gros FTP, complètement faux. Oui. Okay. Quand est-ce que t'as compris que t'étais un garçon ? Je me suis jamais posé la question. T'es juste quelque chose qui est là en fait depuis tout le temps, quoi. Il y a pas un moment où tu t'es rendu compte que toi en tant que garçon t'étais traité d'une certaine façon alors que les petites filles ne l'étaient pas ou étaient traitées différemment ? Ou peut-être plus grand d'ailleurs, tu dis petite fille, mais... Oui, c'est vrai, je pars du principe que c'est sûrement avant le collège, mais... quand on est un garçon, pas forcément. C'est tellement évident. Il n'y a pas vraiment de moment en fait où tu te... Enfin, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait un traitement différent. Pour moi, en fait, j'ai quand même un esprit qui est relativement rationnel. Et en fait, ça paradoxalement, en fait, à la fois... alors, je vais dire un truc peut-être un peu controversé, mais... N'hésite pas. De base, on est... les filles et les mecs sont quand même relatifs... Enfin, il y a quand même si on est censé être égaux en tant que citoyen, il y a quand même on est différents sur un certain nombre de points biologiques. Et du coup, je sais pas, il y avait une espèce de dichotomie pour moi depuis tout petit, c'est que il y a des filles et les garçons, et du coup, si c'est deux groupes différents en fait dans la société, c'est pas forcément déconnant que ce soit traité de la même façon. Après, c'est pas, ça se traduit pas par des faits concrets. C'était juste une idée que j'avais en tête. C'était que le côté, de toute façon, on est tous différents, que ce soit fille ou garçon, même peu importe, on est tous différents, on va tous être traités différemment. Comme je l'avais donc déjà évoqué la dernière fois, j'ai toujours eu une sorte d'approche très naïve de la société. Et c'est le côté, on est tous égaux en droit, c'est ce que dit la loi. Maintenant, on est tous différents, qui qu'on soit, et du coup, ça implique que les gens, en fait, étant tous différents, ça fait des centaines de milliards d'interactions, même plus peut-être, différentes, donc il n'y a pas de raison que chacun se traite de la même façon. Pour résumer, je me suis pas rendu compte qu'il y avait vraiment une différence entre les filles et les garçons, parce que je partais du principe qu'on était tous différents et que donc tout le monde, enfin les gens allaient se comporter différemment en fonction de la personne qu'ils avaient en face, et que du coup il n'y avait pas vraiment de motif général qui se dessinait par rapport au traitement des filles par rapport aux garçons. Après, encore une fois, j'ai pas été en contact avec des filles avant, enfin vraiment réellement, à part ma maman, avant assez longtemps, et donc du coup c'est vrai que c'était pas quelque chose d'évident. Et il y a beaucoup de choses dont je me suis rendu compte, notamment toutes les problématiques, celles que vous traitez chez MAD, tout ce qui est harcèlement de rue, inégalité sociale, salariale, peu importe, tu vois, tous ces jeux, c'est des choses que j'ai compris bien plus tard. C'est marrant parce que tu dis que quand tu étais relativement jeune, tu voyais pas le genre, puisque tu te disais en fait les gens sont tous différents, donc ils sont traités différemment et ils interagissent différemment, mais c'est pas lié à leur genre, c'est lié au fait que les humains sont uniques. Cela dit, t'avais pas de copine, fille. Oui, pas avant un petit moment, mais oui, peut-être qu'effectivement ça réduisait pas mal mon champ de vision par rapport à ça, sachant que quand t'es qu'avec des mecs, de toute façon, quand autre garçon,
a priori, du coup, on serait traité de la même façon. Donc, on va dire les petites différences de traitement entre différents garçons, j'ai pu peut-être me dire, ouais, bah, c'est pareil dans toute la société, en fait. Moi, j'ai bien aimé, je sais pas si tu as entendu, j'ai bien aimé comment il a dit. Ouais, j'avais pas d'interaction avec des filles à part ma maman. C'est l'a dit de façon très fragile, C'est tu sais. fait exprès. Maman. Parlons un peu de ta Justement, maman. oui. Ah, yes. Comment c'était la vie avec tes parents? Comment t'as été élevé? Qui sont tes parents? Alors, je vais taire les noms, hein, parce qu'on est quand même pas là. Et j'ai grandi avec mes deux parents jusqu'à l'âge de 6 ans à peu près. Puis ensuite, mon père est parti de la maison. Il n'est pas allé acheter des clopes, hein. Il est juste, il est parti un peu, pas très loin d'ailleurs. Mais en gros, bon, ça marchait plus entre mes parents. Ils se sont séparés et je suis resté avec ma mère. Pas de tribunal, pas de garde alternée, vraiment un truc à l'amiable entre guillemets. Et bon, ça a été un événement qui était marquant parce que c'est arrivé quand j'avais 6 ans, donc forcément ça. Je pense que tous les gens qui sont issus de familles monoparentales, on va dire, pas depuis le début, seront d'accord avec moi que c'est quand même relativement traumatisant quand ça t'arrive assez tôt. Et ensuite, ouais, je suis resté chez ma mère pour une raison très simple qui était que l'école était en face. Non, je rigole, c'était pas la seule raison, bien sûr. On pourra couper ça au montage, je suis fatigué. Mais non, ouais, j'ai vécu avec ma mère après jusqu'à le moment où je suis parti à l'école. Enfin, en école, à la fac, en province. Voilà. Est-ce que t'aurais voulu vivre avec ton père? Oh, pas du tout. Pourquoi Pas du tout, et lui non plus, il voulait pas que je vive avec lui. Mon père était quand même globalement assez instable psychologiquement et en fait c'est le côté si tu tombes sur un bon jour c'est très cool, si tu tombes sur un mauvais jour c'est pas cool et bah du coup tu minimises les chances de tomber sur un mauvais jour quand tu passes juste un week-end sur deux chez lui. Et voilà, et puis juste ma mère s'occupait de moi, ça a jamais été remis en question en fait, ça a jamais été une vraie question. Mais s'il fallait y regarder maintenant, c'est que c'était juste genre, en fait c'était la seule solution possible. Il y avait pas, je veux dire, tu prends mon père quand il est parti, il est retourné parce qu'il a eu une situation un peu particulière, hein, un peu précaire, et du coup il est reparti chez sa mère en 77. Et vivre avec sa mère et sa sœur pendant un moment. Puis après, il a retrouvé un appartement, mais un petit studio en fait, à 5 minutes à pied de chez ma mère. Donc c'était pas possible en fait de vivre chez lui, quoi. Et c'était comment la vie avec ta mère? C'était bien. Il y a eu des périodes un peu compliquées, notamment la crise d'ado. Et des passages un peu compliqués dans sa vie à elle, mais je dirais que jusqu'à je pense 13-14 ans, c'était très paisible. Elle était comment ta crise d'ado? Contact. Genre t'as tout fait en une Très semaine? rapide, très rapide. Ça a duré 6 mois, je me suis senti habité d'une mission de rébellion intense pendant 6 mois. T'avais quel âge? Je crois que c'était... Donc t'étais en quelle classe quoi? Je crois que j'avais genre 16 ans, un truc comme ça. Et ça a été très, très fugace. Ça a duré 6 mois. Il y a eu peut-être 2 engueulades, 3 engueulades, un claquage de porte et c'est tout. Et après, j'étais là en mode genre, ah, mais t'es con. Et après, voilà. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es fait percer les oreilles? Non, ça c'était en école. Parce qu'en fait, j'avais les cheveux très longs à l'époque. Et bon, je subissais un certain nombre de quolibets de la part de mes amis aristocrates, n'est-ce pas? Et Quoi? en école d'ingé, t'as une grande majorité personne sait que t'es en école d'ingé. d'aristos. Bah si, J'ai dit qu'il était ingénieur au début. D'accord. donc j'ai fait une école d'ingénieur. Et donc en fait, que j'étais avec des gens, on va dire, souvent très friqués et assez peu ouverts d'esprit. Et parce que justement, de leur point de vue, les garçons, ça doit pas avoir les cheveux longs, gna gna gna, machin, mais couilles en ski. Et du coup, au bout d'un moment,
Bah, déjà, j'en ai eu marre de les entretenir parce que c'est un travail monstrueux. Et surtout que mes cheveux sont très épais et très bouclés, donc c'est un enfer. Et au bout d'un moment, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est une meuf gentille mais très conne en école qui m'a dit ah non, c'est un peu compliqué. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai pris la décision de les couper parce que voilà, on est marre. C'est un énorme drame, un grand drama, la pénitence, etc. Machin, machin. Et c'était. Quand t'as 50-60 cm de cheveux et que tu réduis ça à genre 1 centimètre, c'est un peu un moment dramatique, tu vois. Et Est-ce que t'avais mis pour toi? ah oui, pour moi, ouais. Ok. Est-ce que t'avais mis du Hera en fond, un petit améno comme ça Non, bah du Ameno, c'est juste pour les tirages au sort et les moments épiques. Là, c'était plus du Elliott Smith, tu sais, genre je pleure quand je fais l'amour. Et Une histoire vraie. et donc ouais, je me suis coupé les cheveux et donc je parlais de cette meuf gentille mais très conne qui quand je suis revenu m'a fait ça me fait plaisir que tu sois coupé les cheveux, tu me faisais peur. Et j'étais là genre ma main dans ta gueule aussi peut-être. Et du coup, en fait, je me suis dit, ok, nique sa mère, je me suis coupé les cheveux, mais je vais continuer à emmerder les gens, en fait, donc je vais me faire percer les oreilles. Et j'ai fait une oreille, puis j'ai fait l'autre, et je me suis fait un autre piercing qui s'est infecté, donc je me suis dit, puis jamais des piercings. Voilà. C'était quoi l'autre piercing? C'était où? C'était un piercing sur l'hélix, en haut de l'oreille. Pas sur le gland, quoi. Non, pas sur le On gland. parlera plus tard de... La bite. Voilà. Tub. À part ces colibés sur tes cheveux longs, est-ce qu'il y a d'autres fois où t'as subi, on va dire, des trucs allant des remarques étonnées aux insultes, voire au harcèlement, notamment parce que tu correspondais pas à ce qu'on attend d'un mec? Bah après, il y a plein de... Il y a plein de petites réflexions que tu peux avoir qui sont de l'ordre du socialement acceptable, je pense. Parce que il y a des sujets... Bah, c'est juste le côté genre... Moi, j'ai jamais... Comme je fais 1m80, on m'a jamais trop fait chier. Mais... T'as pas toujours fait 1m80. Non, mais on m'a jamais fait chier sur... Quand j'étais petit, en fait, j'ai pas eu de réflexion de ce genre-là. C'est plus après coup, quand tu... on va dire... Enfin... un peu plus ouvert d'esprit et tu parles un peu de trucs différents et t'as des genres de réflexions genre c'est marrant d'entendre un mec parler de ce genre de trucs et t'es là genre bah ouais enfin genre typiquement j'ai eu exemple à la con mais genre j'ai eu les cheveux longs pendant très longtemps, c'était un calvaire de m'en occuper et parce que j'avais rien, pas vraiment enfin, j'avais pas de ressources, quoi, au final, et j'ai pas réussi à m'en sortir. Enfin, je réussis pas à m'en sortir quand même. Mais donc, pour m'en occuper. Ah oui, ok. Pour m'occuper de mes cheveux. De ressources. De ressources. Genre, aujourd'hui, je m'y connais beaucoup mieux en soins du cheveu que quand j'avais les cheveux longs, tu vois. Il n'y avait pas les blogueuses. Voilà, je savais pas où chercher l'info, j'avais pas trop. Et puis, genre, voilà, quoi, c'est. C'est pas très grave, mais et du coup aujourd'hui ou même je sais pas, il y a 5 ans je m'y connaissais extrêmement bien en soins de cheveux et du coup si je me retrouvais à parler de ça avec des gens il y a forcément dans les discussions un moment où genre c'est assez étonnant de la part d'un mec et je suis là genre ouais bon on a des cheveux enfin je veux dire, calme-toi tu vois, c'est pas comme si je parlais de comment se nettoyer la chatte tu vois, genre c'est un truc où je suis légitime d'en parler parce que moi aussi j'ai des cheveux. Et je regarde Fab très fixement en disant ça. Et que je suis Fab qui, rappelons-le, n'en a pas. Je suis extrêmement chaud. Mais voilà, c'est ce genre de réflexion. C'est comme... Enfin, genre, question à la con, tu vois, mais genre, moi je suis un grand fan du manga Nana de Ayazawa. Et j'ai tous les tomes chez moi. Et je me souviens très nettement d'avoir, c'était en école, je sais pas quoi, une pote qui venait je lui filais un truc, elle rentre dans ma chambre, elle voit les mangas, elle me fait putain, tu lis Nana et tout, mais tu les lis pour de vrai? Et j'étais là, bah ouais, pourquoi je les aurais? Je sais pas, pour pécho. Et j'étais là genre... Pour pécho. Ouais voilà, c'est genre tu faisais la collection de manga pour pécho. Il y a quand même je sais plus exactement mais il y a vraiment beaucoup de tomes de Nana. Il y en a 21 et ça coûte assez cher au bout d'un moment et 6 balles le tome, ça fait cher pour pécho quoi. Après je connais un pote qui lui fait semblant de lire des bouquins de philo pour choper des étudiantes en philo hein, mais
Oui, bon, ok, je peux comprendre ce qu'elle voulait dire. Shout out to Jean, my man. Ok, Jean, big up. Ok, donc il y a quand même quelques trucs qui ont pu surprendre les gens parce que ça venait de toi qui es un mec. Ouais, mais c'est arrivé plus tard en fait. Je pense aussi que quand j'étais plus petit, j'avais un comportement qui était plus proche de ce que la société attendait d'un petit garçon. Techniquement. Les jeux vidéo, les mangas, le club Dorothée, tout ça, qui n'existait déjà plus quand j'étais petit, mais... Donc tu avais des loisirs qui correspondaient à ce qu'on attendait d'un petit garçon. À la PlayStation... Est-ce que tu faisais du sport? Enfin, en dehors du sport à l'école, quoi. Est-ce que tu étais sportif? Alors non, j'ai toujours fait un peu de sport à côté. J'ai fait... le premier vrai sport que j'ai fait, c'était du rugby. J'en ai fait 5 ans. Sport de bonhomme, quand même. Oui. Enfin, oui, c'est comme... C'est en fait... c'est comme sans doute l'un des sports les plus virils, entre guillemets, qui puissent exister, quoi. En fait, le truc, c'est que... c'est vraiment... Enfin, oui, je suis d'accord avec toi. Après, c'est... Enfin, je sais pas, c'est vraiment genre... Il y a jamais eu d'énormes réflexions, tu vois. C'était genre, qu'est-ce que tu veux faire comme sport? On allait au forum d'association du 18e, RPZ. Et du coup, il y avait tous les clubs. Tous les clubs qui présentaient leurs activités. Et... T'as voulu faire du rugby spontanément. Et ouais, que c'est pas j'ai le sport voulu- le plus, je veux dire, médiatique. C'est pas le sport que Bah auquel justement... tu joues dans la récré, etc. quoi. Non, justement, c'est aussi parce que j'avais envie de faire un truc... En fait, j'ai jamais aimé le foot. C'est un très beau sport et j'apprécie regarder de beaux matchs de temps en temps, mais c'est vraiment pas un sport que j'aime pratiquer. Et du coup, je me suis orienté vers le rugby. Je sais pas, mon père en avait fait, il m'en avait parlé un peu, ça me paraissait cool. Voilà. Donc c'est le vrai premier sport que j'ai commencé et c'était quand j'avais, je sais pas, 8 ans, 7 ans, 8 ans, ouais. Est-ce que tu penses que ça a changé quelque chose dans ta relation avec ton père de faire le sport de ton père? Est-ce que ça vous a fait un point commun ou est-ce qu'il t'a mis la pression parce que c'est son domaine et il veut pas que tu Non, empiètes dessus? non. Après, je suis pas vraiment sûr qu'il en ait jamais vraiment fait en fait. Mais c'était ce qu'il disait quoi. Mais non, le Est-ce que seul. ton père aurait une tendance à être malhonnête? Non, juste mythomane. Et en fait, le truc, c'est que le seul point qui était intéressant par rapport à ma relation avec mon père, c'est qu'il m'a accompagné parfois. Ah oui, Ah, il t'emmenait au... c'était une activité père-fils, quoi. Non, match, tu veux dire, ou... Non, il m'accompagnait parfois aux entraînements. Ok. Mais en soi, c'était à Saint-Ouen, c'était à 20 minutes en bus de chez moi. J'ai fait 90% des entraînements, j'y suis allé tout seul, je suis revenu tout seul. Les matchs, shout out tout le Restar, avec les matchs où tu prends le car à 8h du matin un dimanche pour aller dans le 77, de Pelé-les-Miches en janvier. Ça, j'ai fait tout ça tout seul. Pour des raisons qui me sont encore obscures aujourd'hui, mais Tes parents, ils venaient pas te voir quand Non. tu faisais des matchs? jamais. Mais tu prenais pas de plaisir à jouer au rugby ou... En regardant ça maintenant, non. Non, c'était pas une expérience. Mais parce que juste, j'étais pas dans le sport. J'étais pas du tout dans cet état d'esprit qui fait que tu vas être motivé à devenir meilleur à un sport. C'est surtout ça. Et Mais t'en tu- as fait quand même mais 5 ans. Voilà, tu continuais quand même. Ouais, c'est une habitude. Bah, après, il y avait les parents qui poussaient un peu, tu vois. Ouais. Parce que ma mère, elle a fait du sport pendant sa jeunesse. Elle trouve que ça c'est important pour le développement, etc. Pas trop de sport non plus. Parce que voilà, mais en attendant, il fallait toujours qu'il y en ait un petit peu, quoi. Comment tu gérais quand t'étais... alors, à la fois quand t'étais plus jeune et puis ensuite à l'âge adulte, comment tu gères les moments où t'es triste, où tu vas pas bien? Est-ce que t'en parles? À qui t'en parles? Parce que donc je sais que quand t'étais plus jeune, je sais plus si on l'a dit dans ce podcast ou dans On celui l'a qu'on pas a pas encore dit dans enregistré. celui-ci, je pense. Mais donc comme t'as dit, t'as mis longtemps en fait à fréquenter des filles, même amicalement, donc t'étais plutôt entouré de garçons. Comment tu gères quand ça va pas bien? Quand t'étais petit, on va dire, avant le lycée. Je crois que c'est au lycée que t'as commencé à avoir des amis, eux. À peu près, ouais. Fin collège. Bah, comme dit l'adage, RT si t'es triste. Donc, je faisais beaucoup de RT. Non. Il est con. Non. En fait, c'est simple. J'ai toujours Bah, en fait, j'en parlais à ma mère, tout simplement. Vraiment.
y a pas plus. Je lui parlais de. Bah, de toute façon, les gamins, ça raconte tout à leurs parents. Non. T'es Ah, ouf. Les petits. Non. Mais non. Bah, je sais Ça pas. dépend du En gamin fait, et des parents. je pense que t'as sans doute eu cette relation-là avec ta mère et c'est cool. Mais moi, j'ai l'image de tous mes potes qui racontaient aussi tous leurs trucs. Enfin... Moi, j'ai toujours été sur le cul, justement, quand j'ai découvert, en grandissant, qu'il y avait des gens qui racontaient ce qu'ils ressentaient, genre en détail, à leurs parents. D'accord, de ok. façon Bah, régulière. Parce je- que moi, c'était très factuel, quoi. Mais c'est un apprentissage, je pense aussi, à savoir parler de ses propres émotions. Si tes parents n'ont pas l'habitude de le faire entre eux, Ah bah entre eux, clairement, oui, il y a une vraie pudeur. et s'ils quoi. t'apprennent pas à le faire, c'est un truc qui Alors- est très compliqué à apprendre à faire. D'accord, je pensais pas que c'était à ce niveau-là. Après, je sais que. Profite, tu que- as eu droit à que- ça. Non, mais je sais que ma mère est très, très portée sur la psychologie en général. Donc, c'est sans doute un truc qu'elle m'a inculqué très tôt. Mais c'est vrai que. Puis elle est très perspicace, très hypersensible, tout ce que tu veux. Donc, quand ça va pas, tu peux pas vraiment lui cacher, quoi. Et en plus, les gamins, bah. Quand t'es gamin, tu sais pas trop cacher tes émotions, tu sais pas vraiment mentir, quoi. Enfin, ça se voit, quoi. Donc, et globalement, bah ouais, c'est à elle que j'en parlais. Et qu'est-ce qui te rendait triste quand t'étais gosse? Est-ce qu'il y avait des trucs sur lesquels t'étais particulièrement sensible? Bah, en étant gamin, j'avais un caractère un peu chelou. J'étais très susceptible. Très, très susceptible. Donc, ça, c'était souvent une source de frustration. Et j'en parlais pas mal à ma mère, qui, depuis, dit encore que je suis susceptible, alors que bon, ça s'est calmé. Mais bon, peut pas lui en vouloir. Mais non, c'était, je pense qu'il y avait ça. Toujours des relations un peu compliquées avec mon père et parfois des relations, enfin les trucs un peu compliqués qui pouvaient se passer à l'école quand ça arrivait. Compliqué comme. À l'école, Tu t'es fait bolosser à l'école. à l'école, je me suis un peu fait bolosser en Mm. primaire. Et aussi. Par des garçons ou par des filles? Ou par les deux? Oh, par des garçons uniquement. Les filles, on les voyait pas. Ok. Bah, elles restaient entre elles dans la cour. Chacun de leur côté. Ouais, voilà, enfin, plus des petits groupes un peu partout, quoi. On avait une très grande cour de récré, c'était vachement bien. Et voilà, t'es vachement grand parce qu'on était tout petits aussi, mais mais non, et même en cours, en fait, je me prenais plein de punitions parce que je parlais tout le temps. Il y avait pas mal de petits trucs frustrants comme ça. Mais j'ai pas plus d'idées précises des trucs qui faisaient que j'allais pas bien, sinon ça allait globalement. Parce que je perdais ma sauvegarde de Final Fantasy, généralement ça allait. Un moment de silence pour toutes ces sauvegardes Ouais. effacées par mes gardes. Ouais. Très dur. Parlons de la bite. Non, attends, j'ai Ah pas merde. fini. Bon, d'accord. Mais t'avais quand même Raté. des copains à l'école. Oui, complètement. Mais tu leur parlais pas quand ça allait pas bien. Bah. Les garçons, ça parle pas. Faut vraiment que tu rentres ça dans ton crâne. Après, hein. le Mais arrête de mansplainer la vie, c'est C'est pour vrai. les auditeurs, putain. c'est moi, mon je- podcast. Merde alors. Les garçons, ça parle pas. Fin du podcast. Voilà, bisous. Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, c'est compliqué. Mais je pour veux les pas garçons de l'asséner parler. moi, je veux que les gens qui viennent dans ce podcast me le disent. J'entends bien Mimi, je comprends, mais regarde, il est en train de dire qu'il parle pas. Non, pas. il m'a pas répondu, Il parle c'est à toi sa qui l'as maman. coupé. Il parle pas entre les garçons. Oh. Les garçons, ça parle pas entre eux. Point. Allez. Donc bye. tu parlais La à tes semaine amis prochaine. ou pas? Mais alors. J'ai. Regarde, Je- regarde je- comme c'est compliqué. Non, je Regarde. réfléchis parce que c'est intéressant parce que j'avais. En soi, on peut pas dire non plus que quand t'as 6 ans, 8 ans, même 10 ans, tu verbalises vraiment tes émotions. Bah tu les Mais verbalisais mais tu- avec ta mère. non Voilà. Avec, Enfin, bah, avec, après, ma, peut-être qu'elle te avec poussait ma mère un peu petit parfois, peu, tu vois, mais genre. En fait, le truc, c'est que moi, j'avais des potes et mes potes. On avait une relation très simple, c'est qu'on se voyait pour jouer. Et du coup, en fait, c'est pas tant que on parlait pas de nos émotions, c'est que c'était juste des fonctions, tu vois, quelque part. C'était des amis avec qui je passais du temps et j'étais très content de passer du temps avec eux, mais on a joué à la console et basta, tu vois. Et mais je sais qu'après, Vous aviez quand même des interactions
à côté de jouer à la console, ou alors vous étiez juste en train de jouer à la console et vous discutiez pas entre vous? Ah si, bien sûr. Oui, ok. Moi, notamment, mon meilleur ami de cette période-là, on parlait tout le temps. Ok. On parlait vraiment beaucoup. Et je Vous sais parliez plutôt de la console que de ce qui se passait dans votre petit corps. Euh, Sauf la tub, mais ça on en parlera plus tard. c'est une bonne question. Là, tu me parles de trucs qui remontent à il y a quand même 15 ans. Donc, moi, je sais Mimi que m'a demandé de creuser, alors moi je creuse. le meilleur. Je pense que le moment où il y a eu un tournant, c'est quand cet ami-là est tombé très malade. Et donc là, on parlait plus de sa maladie, en fait. On parlait pas mal de sa maladie. C'était pas quelque chose de tabou du tout. Et on en parlait. Je suis souvent allé le voir à l'hôpital, etc. Et on en parlait réellement. Et il y avait une vraie interaction. Et je pense que c'est plus vers aussi un peu le début de la puberté, je pense, où on a vraiment commencé à... Quand t'as d'autres sentiments, d'autres émotions qui commencent à apparaître, que on a vraiment commencé un peu quand même à en parler. Et mine de rien, non, je pense que on parlait quand même de trucs. Après, c'est vrai que ça remonte à il y a longtemps, mais j'ai pas de truc précis en tête. Mais c'était pas aussi mutique. C'était pas vraiment deux gars en train de jouer à Mario et à rien se dire, tu vois. S'il y avait vraiment une Est-ce que interaction. vous parliez en surface, tu vois, ou est-ce que... Parce que quand je te demande qu'est-ce que tu fais quand t'es triste, bah t'en parles à ta mère. Donc, quand je suis triste, j'en parle à c'est ma pas ton mère, mais en premier fait, c'est réflexe. juste que, en fait, est-ce que la poule ou l'œuf arrive en premier? C'est moi quand je suis avec mes potes, en fait, je me suis pas souvenir d'avoir été triste avec mes potes, tu vois. C'est surtout ça, en fait. Genre quand ça va pas bien, c'était un état de frustration passager, tu vois, ou alors c'était dans le cadre de la famille, tu vois, ou des trucs comme ça, tu vois. Et pour moi, c'est vraiment le côté, bah, y a pas de raison d'en parler ailleurs. Et quand je suis avec mes potes, en fait, je suis pas triste. J'étais toujours content de les voir et on jouait et on parlait des jeux et on avait même des discussions en méta, des tas de trucs, parce qu'on était tous fans de ces trucs-là. Donc on parlait des contenus qu'on consommait, on va dire. À aucun moment tu t'es interdit toi de parler à un pote parce que tu avais un truc à lui dire et de te dire en fait non, c'est pas le lieu ni Non, l'endroit. non, je me suis jamais interdit. C'est juste que ça venait jamais, en fait. Ok. C'était pas naturel. Ouais, voilà. On parlait de la puberté, des changements. Yes. C'est le moment. Alors, Ce podcast va être inaudible. grand sujet qui me perturbe, enfin qui me surprend, on va dire, énormément. Je ne veux pas qu'il y ait de jugement de valeur dedans. J'ai mis assez longtemps à apprendre ça, mais pas mal de garçons à l'adolescence, à la préadolescence, en tout cas quand leur corps change. Je propose ce- d'ailleurs qu'on Hein en fasse une rubrique De dans ce quoi podcast systématiquement. On en fait un Ah moment. bah oui, il voilà, faut, oui. on va en faire un. C'est le point branlette entre potes. Voilà. Branlette C'est entre potes. On prend un jingle. Branlette entre potes. potes. Voilà, c'est apparemment un truc que les garçons font quand ils sont adolescents et que, de mon expérience, n'hésitez pas à me dire si j'ai tort, les filles font pas du tout, ou on va dire très peu, mais en tout cas, j'avais entendu parler d'une fille qui s'est branlée à côté de sa pote en connaissance de cause. Je veux dire, si t'as une copine qui dort dans ta chambre et que elle Oui, dort c'est pas et que tu pareil. branles, je parle Non, pas là, de c'est ça, une je parle activité, de vas-y. Il est 16h30, on a mangé notre goûter, et si on mettait la main dans notre slip en toute amitié, chacun dans son slip a priori, c'est pas une branlette mutuelle, je crois. Parlons-en. C'est quoi ton expérience de la branlette entre potes, Arthur? C'est avant tout un voyage. Non, ouais, la branlette entre potes. Alors, je parle pour moi, bien sûr. C'est pas un truc qui est arrivé beaucoup. C'est effectivement un vrai truc. En tout cas pour moi. C'est un vrai truc dans la mesure où c'est effectivement à l'âge où le corps commence à changer et où et en fait bah ce genre de truc en fait t'en parles avec tes potes typiquement avec tes potes garçons et d'autant plus que bah, c'est le genre de truc avec lequel je parlais pas à ma mère de ce genre de truc. Par contre j'en parlais avec mes potes et t'as tous les trucs, les discussions sur les poils, la tub et tout. C'était un vrai truc. J'en parlais, on avait vraiment des discussions entre potes, complètement non sexualisées. Enfin, vraiment rien de sexuel. C'est juste genre, t'as vu, je suis un grand, tu vois, je grandis. Et du coup, quoi de plus naturel que de le montrer.
Voilà. Et la masturbation, c'est un truc qui arrive quand ça arrive. Et dans des contextes, on va dire, je saurais pas dire comment ça s'amène, mais ça m'est arrivé effectivement que sur la tub, et puis regarde, ça coulisse bien, quoi. Ça coulisse bien. Oh, ça me fascine toujours, mais je tiens à insister sur l'absence de jugement de valeur, parce qu'en fait, je trouve ça en soi, quand je un peu jalouse. dépasse... Je sens un peu de jalousie chez toi. Oula, non, clairement pas. J'aurais aimé vivre ça. Ah non, Ah j'étais ouais extrêmement pudique. Enfant, j'aurais pas du tout aimé... Non, mais maintenant, tu vois, tu te dis, putain, si j'avais pu avoir le... Je sais pas. Hmm. Je sais pas. Je dirais pas que je suis jalouse, mais en tout cas, je trouve ça très sain, en fait. Je trouve que c'est tant que tout le monde est consentant, bien sûr, et que personne n'est forcé de sortir sa tub. Je trouve ça très cool d'avoir ce rapport-là au corps et d'avoir un rapport complètement désexualisé à... t'as vu, ça change. Et finalement, alors en tant que fille, j'ai pas l'impression qu'on se branle très souvent, mais on parle par exemple de poitrine, tu vois. T'en as qui ont des seins plutôt que d'autres, plus gros que d'autres, t'en as un plus gros, t'as le gauche plus grand que le droit et tout. Et c'est des discussions qui ont lieu. Donc c'est pareil, c'est juste que nous, notre sexe ne change pas énormément de façon visible. Et du coup, surtout, il n'est pas visible. C'est-à-dire que oui, le voilà, nombre de meufs qui il change un peu, mais c'est pas... Enfin, tu le vois pas, il est quand même... À l'adolescence, c'est quoi le pourcentage des meufs qui se sont regardées la chatte dans un miroir? Bah, très peu, je pense. Voilà. Même moi, je l'ai fait tard. Mais, et puis, je pense que aussi, c'est peut-être une petite digression, je sais pas, peut-être qu'on cuttera. En fait, quand t'es une fille, tu peux te masturber quasiment depuis ta naissance, tu vois. Donc en fait, la masturbation, moi j'ai pas appris à me masturber à la puberté, je me masturbe depuis aussi loin que remontent mes souvenirs, parce qu'en fait, ça marche déjà, ça fait déjà du bien, alors que les mecs, c'est littéralement un truc nouveau pour vous. À 12 ans, vous découvrez un truc que vous avez jamais fait, alors que moi j'étais là, oui, enfin... j'avais pas de mots pour le dire, et je savais pas que c'était sexuel, mais oui, je sais ce que c'est. Je sais que mes parents m'ont dit de pas le faire devant des gens, et... En fait, je pense que quand t'es gamin, tu te touches la bite, tu te touches le gland, etc. Mais en fait, t'as pas effectivement. Mais t'as pas de plaisir. Bah si, parce que si. Okay. Se masser les couilles de tout temps, ça fait du bien. Hein. Je ne sais pas. De tout temps, depuis l'aube de l'humanité. Restons sur cette image mentale de toi à 12 ans, entouré de quelques potes, en train de vous branler joyeusement pour Petit vous comité. montrer. Où je me doute que vous faites pas ça avant, mais je ne sais pas. Allez hop, toute l'équipe de rugby. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es demandé si t'étais hétéro? Est-ce que t'as toujours su que t'étais hétéro? Est-ce que t'as eu des doutes? Moi personnellement, c'est une question qui est arrivée bien après cette période-là de branlette, qui était vraiment, je le répète, c'est parce que effectivement peut-être qu'il y a des gens qui écoutent ce podcast qui vont se dire alors, ah mon dieu, mais en fait c'est complètement non sexualisé, c'est vraiment le côté on va se montrer, c'est ça, c'est on montre le truc et tu découvres des machins et t'es là genre oh, putain et tout, c'est comme ça que c'est trop bien, tu vois, parce que il y a des gens qui arrivent plutôt que d'autres à ce stade-là et donc du coup qui ont envie de... Ce qui est génial ceci dit, c'est que le tabou de l'homosexualité est d'autant plus fort chez les mecs qu'ils se branlent entre eux plus à 13 ans que les meufs, quoi. Parce qu'il n'y a aucun doute aussi, quelque part. C'est aussi pour se montrer qu'il n'y a aucun doute, je pense, quelque part. Tu crois pas qu'il y a une forme de déni aussi, de venir dire « non, c'est bon, j'ai fait ça quand j'avais 13 ans, et en fait, c'est bon, je suis pas un PD ». Moi je le dis pas comme ça parce que justement non, moi je trouve que c'est une forme de déni de dire ça, en fait parce que justement ça n'a aucun rapport en fait. Parce que c'est juste le moment où tu découvres des trucs et t'as tel pote qui et puis même genre si j'avais un pote il avait je sais pas, il avait 1 ou 2 ans de plus que nous, il avait une grosse tub et on était fascinés, on était là genre putain la vache et tout, mais comment tu fais? Oh la vache. Oh la vache. Mais et c'était c'est très rationnel, c'est absolument pas sexualisé. En fait je comprends ce que tu dis et quand tu dis, mais en fait évidemment que ça n'a pas de lien avec l'homosexualité puisque on sait très bien que c'est pas sexuel, mais je veux dire il paraît que porter du rose ou croiser les jambes c'est être homosexuel, enfin c'est un signe d'homosexualité alors que ça a encore moins à voir avec la sexualité, donc je comprends aussi ce que Fab dit de littéralement à 13 ans tu t'es branlé en cercle avec tes potes mecs et quelques années plus tard pour certains mecs tu supportes pas qu'on ait le moindre doute sur ton hétérosexualité alors que moi, tu t'es branlé avec des mecs quoi. Je me dis juste c'est quand même étrange quoi. Oui. Ceci dit, on m'a toujours dit moi parce que j'avais plutôt des
des activités plutôt féminines, on va dire, que masculines, que j'étais indep, si tu veux. Donc moi, ça m'a Ah oui, jamais, évidemment. Ouais. ça m'a jamais vraiment touché, quoi. On m'a souvent comparé à Johnny Depp. Non. Bordel. Et ceci dit, il y a un autre truc qui est génial aussi, c'est la différence physiologique des mecs qui éjaculent vite. Et Oui, les complètement. autres. Il y a un truc génial. C'est vraiment le côté genre yes, j'y suis arrivé. Moi, T'es là genre putain, yes, moi j'y arrive nickel. pas encore, tu vois. Genre, c'est Voilà. vraiment. Et ça se fait, tout ça se fait dans une période de je sais pas, de 6 mois avec tes potes et tout. Et c'est un petit. Comme ça, c'est limite un jeu en fait. C'est le jeu de qui c'est qui sera grand le plus vite, quoi. Et il n'y avait pas du tout de support, il n'y avait pas de porno, il n'y avait pas de. Non, pas à cette époque-là. Ça arrivait un peu plus tard. Et en solo ou. J'ai eu. En fait, je pense le porno, c'est arrivé. Non, il y avait justement un épisode de petite branlette entre potes avec un porno. Et c'était un des premiers pornos que j'ai vu, je pense. Mais du coup, là, c'est forcément sexuel. Tu regardes des actes sexuels en te branlant avec tes potes. Enfin, je veux bien que la branlette. Enfin, le fait qu'il y ait tes potes, c'est amical. Je dis pas que t'as envie de niquer tes potes, mais. C'est pas juste parce que ça fait du bien ou que c'est marrant. Tu regardes un porno. C'était plus un mode d'emploi parce que moi, Voilà. moi je savais pas en fait ce que c'était le porno, je savais pas à quoi ça servait ni rien. Et quand j'étais là en mode genre, ok d'accord, c'est ça, on se met devant, on regarde, c'est cool, et on se touche la tub, tu vois. Et en fait, ça n'a. Là encore une fois, c'était vraiment un mode d'emploi, c'était une découverte. Et en fait, c'était tellement ça l'événement principal, c'était pas la branlette, c'était la découverte de la pratique, tu vois. Donc en fait, c'était. Très peu sexualisé. Voilà. Amazing. En tout cas, c'est comme ça que je vois. Enfin, c'est le seul regard que j'ai dessus. Et à l'époque, c'était vraiment comme ça que je le voyais. Et après, le porno en solo et tout ce truc-là, ça arrive plus tard. On a dérapé, du coup, je pense que t'as pas répondu. Est-ce que t'as toujours su que t'étais hétéro ? Bah, non. C'est un truc où le questionnement est venu. Après, il est arrivé assez tard. Enfin, assez tard. Non, il est arrivé plus tard que. Pas du tout assez tard, pas du tout tard du tout, mais il est venu plus tard que cette période-là, bien après. Vers quel âge ? C'est arrivé vers. Là, les événements de Brownlet, je pense que c'était. Dieu que c'est dur. Vers 11-12 ans, je pense. 12-13. Et c'est arrivé un peu plus tard, vers. Ah, quoique. Un peu après ça, je pense. Un peu après. Vers 15 ans ? Ouais. Ok. 13-14. Je sais, j'ai plus la chronologie en tête. Mais voilà, c'est arrivé un peu plus tard. Où en fait. C'est surtout en fait que j'avais. C'est. Que je dise pas que c'est ma première pote, justement. Fille. Je fais des guillemets dans les airs. Enfin, c'était vraiment une fille d'ailleurs. C'est plutôt Y a pas de piège. première pote fille, entre guillemets. Qui était fasciné un peu par l'homosexualité en général. Et du coup, c'était un truc assez nouveau de le voir sous cet œil-là, en fait. C'est-à-dire que, à partir du moment où. En fait, c'est surtout le côté. Tu pars du principe que, en fait, l'hétérosexualité, c'est la norme. Du coup, et c'est pas homophobe ce que je dis, c'est la société qui le dit comme ça. Tout est normé pour des couples hétérosexuels. Et en fait, ça a jamais été quelque chose qui était. Ça n'est jamais apparu comme une éventualité pour moi. C'est-à-dire que j'avais jamais pensé au fait que je pouvais être homo. Parce que déjà, les questions de sexualité et d'orientation sexuelle sont arrivées qu'à ce moment-là, en fait, avec la puberté et tous ces trucs-là, tu vois. T'avais pas d'amoureuse quand t'étais petit, même Non. fictive ? Non. Genre, moi, j'étais amoureuse d'Aladin, tu vois. Toi, t'avais pas du tout. Bah, non, pas que je me souvienne vraiment, tu vois. Pas que Ok. je me souvienne. J'ai vraiment toujours été. Vraiment, genre, pas trop les meufs, quoi. Ouais, jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est bien. Mais il y a des meufs dans les jeux vidéo, t'aurais pu être in love de Iris. Non, Moi, j'étais un peu in love de Squall. mais j'ai jamais eu vraiment de. C'était plus des figures sur certaines valeurs. Encore une fois, je suis très rationnel, très ingénieur. Quoi. Il y a les gens ont des fonctions, quoi. Et c'est plus le côté. Bah, prenons l'exemple de Final Fantasy VII, parce que tout le monde y a joué. Et si vous n'y avez pas joué, jouez-y, putain. Il a 10€ sur Steam, merde. C'est. Ouais, ok, Cloud il est badass, un peu torturé mais badass, Barrett il a un putain de canon à la place du bras, merde.
Et après, genre Aerys, ok, c'est la soigneuse, c'est cool, elle vend des fleurs dans les taudis, c'est super mignon, c'est super poignant, etc. Machin. C'est plus des fonctions en fait, plus que des archétypes sexuels en fait. Ok, donc effectivement, t'as pas eu à réfléchir. Non, j'y avais jamais réfléchi. Et c'est pour ça Sauf que. quand ton père te menaçait. Oui, alors mon père, en fait, c'est d'autant plus peut-être pour ça aussi que j'ai occulté cette réflexion. C'est que pour mon père, qui est extrêmement raciste, extrêmement homophobe, toutes les qualités de la terre, il me disait notamment, il m'a répété à plusieurs reprises, que si j'étais homosexuel, il me tuait. Et ce qui est une réflexion tout à fait honnête à avoir avec un gamin de 5 ans. Et ça t'a laissé peu de choix, on va dire. Et en fait, il y avait assez peu de choix, mais au-delà de ça, je pense que quand même. Passer à la réflexion, on va dire. Passer le côté psychosomatique qui est quand même assez important quand t'as quelqu'un de relativement abusif, même juste verbalement, hein, il m'a jamais frappé. C'est. En termes de complètement objectif, pareil, de fonction, etc. C'est vraiment un truc qui m'avait jamais traversé l'esprit de me dire peut-être je suis homo, tu vois. Je connaissais personne qui était homo. J'avais que très peu de. Pour moi, pareil, dans la pop culture, c'est souvent des fonctions en fait. Les personnages homosexuels sont pas homosexuels parce qu'il y a une conviction, des convictions ou des revendications ou tout simplement pour en faire des personnages centraux en fait. C'est souvent juste des sidekicks et des fonctions en fait, des fonctions de voilà. Il y a toujours le mec ou la meuf homo, souvent des mecs. Dans les œuvres de pop culture, surtout dans les années 90-2000. Et donc, c'est arrivé bien plus tard d'avoir cette réflexion, de me dire mais en fait, est-ce que je suis hétéro en fait. Genre, ces réflexions-là de sexualité commencent à venir, c'est ça qu'on commence à en parler. J'ai cette pote qui est qui était fan entre guillemets, quoi, qui était fascinée par l'homosexualité. Et du coup, ça m'intriguait. Je me suis dit, ok, d'accord, il y a un truc, c'est un vrai truc, tu vois. C'est juste ça, c'était le côté genre, c'est un vrai truc. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir. Et voilà. Et ensuite, il en a découlé que, non, je suis hétéro. Est-ce que c'est un chemin que t'as fait tout seul ou est-ce que t'en as parlé avec tes potes? Non, c'est un chemin que j'ai fait exclusivement tout seul. Okay. Non, j'en ai pas parlé avec cette meuf. J'ai pas parlé de mes réflexions sur l'homosexualité à cette meuf. Okay. C'est juste elle qui m'en parlait et tout. Et du coup, ça m'intriguait, tu vois. Mais le cheminement sur mon orientation sexuelle, je l'ai fait tout seul. Est-ce que tu penses que tes potes garçons, ils l'ont fait aussi? Est-ce que tu penses que vous l'avez tous fait dans votre coin et que vous en avez jamais parlé? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a des gens pour qui c'est une évidence. Et qui en fait ont la tête bourrée de préjugés, donc qui se posent même pas la question. Ça ne peut pas être une possibilité pour eux, tu vois. Alors que moi, en fait, ça en était une. Malgré les menaces de mort de mon père et toute la. Et c'est aussi parce que mon père était tellement virulent par rapport à ça, je me suis dit, c'est bizarre. Enfin, tu vois, genre. Pourquoi? Oui, à côté, il avait Mein Kampf chez lui et j'étais là en mode genre, putain, l'auteur de ce bouquin, il a tué des millions de gens et toi, derrière, en fait, tu veux tuer des homos. J'étais là, genre, il y a un truc qui va pas, tu vois. Et donc pour moi, ça paraissait plus idéologique qu'autre chose. Et comme j'aime pas l'idéologie, je me suis dit tout de suite, tout petit et déjà philosophe, mais et du coup, je me suis dit, on garde un esprit ouvert par rapport à ça, parce que justement, il y a tant de haine aussi autour de ça que c'est pas normal. Il y a un truc qui va pas, tu vois. J'aimerais parler de ton rapport au corps. J'avais fait bien avant d'assumer ma fascination pour la masculinité au grand jour. Mon tout premier podcast sur Mademoiselle, c'était les complexes masculins, où il y avait 3 mecs qui étaient venus parler de leurs complexes, et j'avais trouvé ça top, même si c'était un peu brouillon, parce que c'est des sujets dont on parle très très peu, surtout à visage découvert, c'était en vidéo. Est-ce que toi, t'as des complexes physiques? Non. T'en as déjà eu? Oui. C'était quoi tes complexes? En fait, mon père m'a toujours répété que j'étais gros et gras comme un loup, comme machin. Et ça, c'est un quand on te répète ça depuis tout petit, et qu'effectivement, j'ai jamais été genre svelte athlétique. Mon père ayant d'ailleurs environ 1,5% de masse graisseuse dans son corps. Ah. Donc, il a honnêtement, maintenant, quand je repense à ces trucs-là, à 40 ans, t'as pas un corps comme ça, c'est hyper athlétique. Faut travailler, quoi. Oui, voilà, faut le travailler, c'est muscu, nutrition, etc.
Donc, je pense que c'est juste le côté, il s'attendait à ce que une personne aussi svelte et athlétique que lui, le gamin, paf, direct, champion du monde d'athlétisme, quoi. Ce que c'est faux, j'aimais bien jouer à la console et voilà, et lire des bouquins. Échec cuisant pour lui, donc. Échec cuisant de ce point de vue-là. Mais voilà, il m'a toujours répété avec humour que j'étais gros et gras. Et donc c'est un truc qui restait assez longtemps. Jusqu'à ce que, via une redécouverte du sport, je me suis réapproprié mon corps mentalement. Parce que j'ai jamais été, genre, j'ai jamais eu de trouble du comportement alimentaire, je me suis jamais scarifié, mutilé ou peu importe, tu vois, genre, j'ai jamais eu de comportement autodestructif, j'ai jamais détesté mon corps, mais c'est vrai que j'avais ce complexe là du ouais, ok, j'ai un peu de bite, tu vois, et maintenant non, j'ai plus rien. C'était comment cette redécouverte du sport? C'était quand? C'était il y a 3-4 ans, et je suis parti du principe que là il fallait faire quelque chose. Après un an sans sport du tout, où je me suis retrouvé être une masse gélatineuse terrifiante. Et du coup, je me suis motivé pour m'y remettre. Enfin, pour m'y mettre pour de vrai. Du coup, t'avais arrêté le rugby, t'avais arrêté tout ce qui était sport régulier. Rugby, je m'étais blessé, je m'étais blessé aux jambes au rugby. J'ai dû complètement arrêter le rugby. C'était en début du lycée. Du coup, j'ai fait de la natation pour un truc un peu moins traumatisant. Et une fois la natation terminée, j'ai arrêté en prépa parce que j'avais plus le temps. J'avais plus le temps pour rien, littéralement. Et j'ai découvert un peu le volley dans ce temps-là, et le volleyball. Et donc j'ai très logiquement en école repris le volley. Et arrivé en 3e année, après ma césure sans sport, je me suis dit ok, d'accord, je vais prendre le volley, je vais m'y mettre à fond, je veux devenir meilleur, il faut que je fasse du renfort, je vais à la salle de sport, je mange bien, je fais du sport, je dors bien, je bois moins, je fais moins la fête, je fais plus de sport, et c'est passé par là. Et en fait, tout simplement, les effets quasi immédiats que tu as sur ton corps, tu te rends compte que ton corps il est pas juste là, c'est que tu es dedans et tu peux vraiment y faire quelque chose, quoi. Mais là aujourd'hui tu es svelte, ça veut dire que quand tu disais que tu étais je sais plus comment tu as dit, une masse gélatineuse. Une horrible masse gélatineuse. Voilà, c'est ça. T'avais Non, perdu beaucoup de kilos alors. Je parle plus en termes de tonus. Ah ok. Parce que non, en fait j'ai fait un régime entre guillemets. Kilos pour 1m80, je fais un peu plus. Mais à l'époque, je me souviens que pour le coup, j'avais pris pas mal de poids après ma première année d'école. Et ça m'avait saoulé vraiment beaucoup parce que je me sentais pas bien, juste genre pas l'habitude de ce corps-là. Donc je me suis dit il faut que je redescende, et donc j'ai fait un régime tout seul comme un grand. J'ai même pas fait un régime, j'ai changé de régime alimentaire. J'ai pris 2-3 conseils qu'une pote qui a essayé de perdre du poids pendant très longtemps, qui a jamais réussi, mais qui connaissait plein de conseils. Plein de trucs, tous les régimes possibles. Elle m'a donné quelques conseils très simples. Je les ai appliqués, j'ai perdu 10 kilos en un hiver. Et la preuve qu'il fallait les perdre parce qu'ils étaient venus, il fallait redescendre. Et donc non, j'étais déjà relativement svelte. C'est juste que j'étais absolument pas musclé. J'étais vraiment aucun tonus, rien. Très mauvaises habitudes alimentaires, mauvaises habitudes de boisson, tous ces trucs-là. Et donc du coup, je me suis dit, il faut que je reprenne en main tout ça. Et tu l'as fait tout seul ? Oui, tout seul. Après, je suis allé chercher de l'aide là où il fallait. C'est-à-dire que j'ai eu la chance dans ma salle de sport de province, qui était assez, on va dire, luxueuse pour le prix de ma salle de sport un peu nulle à Paris, tu vois. J'avais des super coachs étudiants en STAPS qui se faisaient un énorme plaisir de donner des conseils aux gens qui passaient, des conseils nutrition, des conseils des programmes, etc. Et donc ça s'est fait avec leur aide à eux. Mais sinon, globalement, ouais, tout seul. Je sais que dans un de tes anciens boulots, t'as rencontré des potes, des garçons. Shout out to 3D Sound Labs. Voilà. Qui sont maintenant, on va dire, ta bande de potes principale, les gens que tu vois le plus régulièrement, qui sont trois jeunes hommes. Et il me semble que le sport a quand même
joué pour créer du lien entre vous, parce que vous étiez collègues à la base? Ouais, alors quand on suis arrivé dans cette entreprise, c'est une toute petite boîte, on était à l'époque 6 ou 7 à Paris. Et du coup, quand tu connais personne, tu essaies de trouver un peu des centres d'intérêt communs. Et très vite, avec un bien dénommé Maxime, le sport est arrivé sur le tapis parce que moi, j'allais à la salle de sport à côté du boulot le midi pour faire mes séances. Et du coup, on en a parlé. Et il s'avère que lui aussi, puis il courait et tout, donc c'est lui qui m'a motivé à aller courir. J'ai couru, là j'ai un peu arrêté, j'essaie de reprendre la course à pied, mais j'ai couru pendant très longtemps avec quasiment 2 ans avec ce bonhomme. Et très sympa. Et après, il y a 2 autres gars qui sont arrivés 6 mois après que je sois rentré dans la boîte, Mathieu et Benjamin, qui étaient eux-mêmes des sportifs. Surtout Benjamin, grand boxeur émérite. Et du coup, en fait, le sport nous a tous réunis, et notamment avec BGM, comme on l'appelle, et Maxime. On est parti courir le matin. C'était extrêmement fédérateur, et c'est aussi un des trucs qui nous rapproche. Outre le Bordeaux supérieur du Café du Centre, le sport est encore un truc qui nous lie pas mal. Ouais. Le sport et l'alcool, donc. Ouais, le sport et l'alcool. C'est beau. Les deux faces d'une même pièce. Cette pièce, c'est la vie. Alors, on avait parlé, une fois, on avait bu un verre, toi, moi et ce cher Tom Dapi qui avait, il y a un moment, fait des dessins pour Mademoiselle. Yes. Et Tom, qui est lui-même assez passionné et assez avancé sur les questions de masculinité, et qui sera très probablement dans ce podcast un jour, voilà, vous l'aurez entendu ici en premier, disait qu'il avait l'impression qu'en fait les mecs, entre eux, ne parlent pas vraiment d'émotions et de choses intimes, qu'ils en parlent plutôt aux femmes dans leur vie, et que du coup, une bande de mecs, ou en tout cas une bande non mixte, ne va pas partager des choses très du domaine de l'intime. Et il me semblait que tu étais d'accord avec lui. Donc je voulais savoir si tu pouvais nous parler de ta relation avec Maxime, Bégem et Mathieu. Et de est-ce que en fait tu peux leur parler de trucs personnels, de quand ça va pas, de peur, de blessures, tout ça? Alors, il y a un truc, c'est que je sais, c'est pas je pense, c'est je sais, je suis intimement convaincu que je peux leur parler de tout. Si jamais il y a un problème, je peux les choper et je peux dire ok mec, il y a un truc qui va pas, je peux lui en parler. Et j'ai eu des moments des mini moments de détresse où je suis allé les chercher, mais pour des questions où en fait encore une fois c'est des questions de fonction. C'est-à-dire que moi en ce moment là j'étais en recherche de boulot et notamment via les réseaux de deux de ces gars-là. J'ai cherché du taf dans ces cercles-là, et en fait c'était mes référents en fait numéro 1 sur ces recherches-là, sur mes doutes, sur mes trucs, etc. Et il y a un certain nombre de trucs qui ouais, mais ça, ça reste des fonctions. Tu disais tout à l'heure, tu parlais de fonctions. Pour moi, le terme de fonction, il est important pas parce perso, que tu vois, de dire je sais pas si cette boîte je m'y épanouirais bien, qu'est-ce que t'en ah penses? non, c'est vraiment dire, c'est vraiment des trucs du genre un peu limite existentiel. C'est que faire de ma vie, pourquoi la vie, pourquoi la mort, etc. Donc t'as sollicité tes potes parce que t'étais paumé J'ai sollicité mes potes parce que j'étais paumé, et ils ont tous répondu à leur façon, mais je suis d'accord dans la mesure où moi je pense que je pourrais leur parler de n'importe quoi, mais je suis pas sûr que eux ils aient les clés pour répondre, en fait, surtout. C'est que comme disait Fab tout à l'heure, c'est une question, il faut apprendre en fait à parler de ça. Et tu penses que ça les ferait bugger? Je pense que ça les ferait bugger, ouais. Okay. Je pense que ce serait, ils répondraient peut-être à côté, tu vois, quelque part. Tester pour voir. Ce serait trop bien. Oui, éventuellement. Mais moi, je sais que. T'es déjà convaincu. Je sais. En fait, je comprends même pas. Ça veut dire quoi répondre à côté, parce que quand tu vas pas bien et que tu te confies à moi, j'ai pas de réponse à donner à part je t'aime, ça va aller.
Non, mais Vas-y, après, on mange des gnocchis, quoi. ça dépend vraiment, mais je réfléchis en même temps parce que c'est vrai que c'est pas des trucs non plus malgré effectivement la dernière fois qu'on en a parlé. Euh, mais pas répondre à côté, mais c'est vrai en fait, il y a assez peu de choses à répondre à répondre à ça. Et quand j'y repense, c'est vrai qu'il y a eu des moments où quand même il y a eu on va dire des évocations de malaise ou de mal-être, tu vois. Il y a eu des moments où il y a eu, je sais que quand même on est quand même relativement proches, et c'est vrai que quand il se passe des trucs un peu graves, je pense que aussi le premier réflexe des mecs, c'est d'essayer de trouver la solution tout seul, c'est d'intérioriser leur truc et de dire je vais m'en sortir tout seul. Et quand ils ont passé ce stade-là, on peut en parler. Et à ce moment-là, il y a une forme de compassion qui se met en place et d'empathie et de tout ce que tu veux, et parfois même de discussion, souvent à l'aide de l'alcool, parce que mine de rien, ça reste Pas dur. facile. Ça reste dur, et même dans certains cas, c'est des trucs qui sont durs à dire sobre, même à n'importe qui, tu vois. Donc je pense que c'est important de... Enfin, Ce podcast va être super pour ça. Vraiment. Yes. Ça va être trop bien. pourquoi ? On fera une édition spéciale Parce avec que des shots. en fait, Non. mais c'est pas un jugement ce que je vais te dire, mais c'est juste ta façon de répondre montre que tu as tellement de barrières en fait que tu te dresses tout seul. Et c'est pas grave. Hein, Non, ça- mais c'est Et pour moi, en fait, le simple fait d'en parler, c'est déjà la levée. Et je pense que les auditeurs et les auditrices qui vont peut-être écouter ce podcast, j'espère qu'il y en aura un ou deux, Ouais, 2. ou une ou deux. Il y aura peut-être ma mère, peut-être. Peut-être que ça créera des levées de barrières aussi. Bah, des conflits. j'espère. Mm. Moi, je sais pas. J'arrive pas à savoir si je suis hypocrite en disant que je peux parler de tout et que je me retrouve quand même à me bourrer la gueule pour parler de trucs avec mes potes. Parce que, est-ce que c'est parce que moi je me sens pas bien par rapport à ça, ou est-ce que c'est pas plutôt j'attends que eux ils soient bourrés pour qu'ils puissent entendre ce que j'ai à dire, tu vois. Je sais pas exactement dans quelle mesure c'est. Je pense qu'il y a un peu des deux. Parce que je pense quand même être un peu plus pouvoir un peu plus facilement parler que la plupart de mes homologues Mhm. masculins. Mais il n'empêche que oui, il y a cette histoire d'inhibition sociale qui effectivement est levée quand tu parles enfin en tout cas moi personnellement quand je parle à des femmes, c'est pas du tout pareil, parce que effectivement j'ai on va dire ce miroir de ma mère à qui j'ai toujours parlé de mes émotions et de mes trucs, et c'est vrai que c'est plus facile de trouver pour moi en une femme un confident. Merci pour cette honnêteté. Bah Franchement, écoute, non, ouais, mais c'est cool. grave. C'est comme psychanalyse en direct. Et c'est peut-être le moment ou jamais de parler de ce TED, de cette meuf qui s'appelle Brené Brown, B-R-E-N-E, Brown, comme marron, où elle parle de la vulnérabilité. Alors, spoiler alerte, moi je l'ai regardé, j'ai chialé quasiment instantanément, où elle parle de sa propre... donc c'est une meuf, hein, elle parle de son propre rapport à la vulnérabilité. Elle explique en fait qu'elle a travaillé là-dessus. Elle a d'abord travaillé sur la honte publique, sur la honte et ce que ça fait d'avoir honte et le fait de sortir dans l'espace public. Et en fait, au fur et à mesure, elle est arrivée à réussir à démontrer une forme de vulnérabilité. Regardez ce TED, on le mettra dans les show notes, n'est-ce pas ? Tout à fait. On mettra le lien. C'est vraiment donc cette personne a écrit un bouquin derrière, etc. Mais enfin, vous n'avez pas forcément besoin de lire le bouquin. Ce qu'elle explique dans le TED est déjà suffisamment éclairant et donne des pistes en fait hyper intéressantes. Non, ça me fait penser à un truc d'ailleurs, c'est que c'est vrai qu'on n'a pas évoqué la vulnérabilité encore avant cette brillante intervention de Fabien Laurent, mais en fait je pense que le fait de pas trop parler de la part des mecs des trucs qui font mal, c'est peut-être pas forcément juste une peur de montrer qu'on est vulnérable, mais c'est aussi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de fierté aussi derrière. C'est-à-dire que Elle vient d'où la fierté, tu penses ? un construit social quelconque. Je pense que ce que je disais en début d'émission, qu'il faut être plus ardent que le feu d'un volcan, et c'est un peu le cas. C'est on nous bourrine d'archétypes de mecs avec une noix de cajou à la place du cerveau, et qui doutent pas, enfin c'est très manichéen, c'est souvent les trucs qu'on balance aux gamins avec les dessins animés aussi, tu vois, c'est le côté faut leur aider à se construire un socle, on va dire, de direction
qui permet de se développer psychologiquement correctement, parce que si tu te bases que sur des incertitudes ou des trucs qui fluctuent tout le temps, tu deviens fou. Shout out to my dad. Mais je pense que c'est des trucs qui ont été choisis par la société depuis très longtemps, en fait, de l'image du chasseur, Du patriarche. Moi, je pense que le construit du chasseur, il est très unique il est très particulier à la race humaine, parce que on a une fucking gestation de 9 mois. Et que quand t'arrives en âge de chasser, t'as les meufs, elles sont enceintes, les hommes vont chercher à bouffer. Et en fait, je pense que c'est quelque chose qui est venu, on va dire, de façon de l'évolution et de la biologie de l'espèce, qui s'est transformé en une espèce de construit social quand on a commencé à on va dire, plus formaliser les fonctions des gens dans la société. Donc, partant de là, on a cette espèce d'idée du mec qui doit toujours être fort, solide comme un roc, etc. Et c'est vrai que je pense que tu trouveras très peu de mecs qui vont dire alors moi je ne parle pas de ma vulnérabilité parce que je suis régi par des construits sociaux qui m'empêchent de parler de choses comme ça en public. Non. C'est un peu ce que tu ça va dire. Oui, parce que on est en train d'essayer d'explorer un peu la psychologie du truc. Puis surtout, une fois que tu es en train d'être capable de dire ça, en fait, c'est que tu es capable de le dépasser. Oui, donc, voilà. A priori, tu décides toi-même de le dépasser, sinon tu restes juste dans ton précaré. C'est ça, t'es plus dans le déni. Mais t'as assez peu de gens qui vont verbaliser ça comme ça. Ils vont juste... Le symptôme de ça, c'est de la fierté. Je pense qu'on n'en parle pas, c'est ça le vrai problème pour moi, c'est qu'on n'en parle pas. Et en fait, quand mais ça se matérialise derrière par un côté un peu fier, je pense. Quand toi-même tu décides de te mettre à poil, là, enfin en tout cas de te mettre en position de vulnérabilité en parlant... De faire gigoter mon sexe actuellement. Non, pas du tout. Ah, on peut le faire comme ça si tu veux. Arrête de faire tourner ta tub comme ça, les e-Covid, ça suffit. Je vais m'envoler. Mais quand toi-même, en fait, tu es en train de te mettre en position de vulnérabilité, d'expliquer ton rapport au mec par rapport ton rapport aux meufs, qui peut-être a un écho par rapport à celui avec ta mère, etc., tu te mets toi-même en position de vulnérabilité et tu es toi-même en train d'en parler, ce qui va peut-être créer des déclics en fait, c'est tout ce que j'espère faire en fait avec ce podcast. J'ai pas choisi de faire un podcast on va dire de théorie de trucs universitaires comme par exemple existe depuis quelques mois Les couilles sur la table, qui est un podcast de Binge Audio créé par Victor Tuyon, je ne sais plus. Victoire, chouette. Pas Victor. Je pense que je l'ai mal prononcé. Oui. Okay. Donc Les couilles sur la table de Binge Audio, qui est plutôt en fait inviter des gens pertinents qui travaillent déjà sur la masculinité, et en fait pas mal de meufs, parce que les mecs vous sortez pas les doigts pour faire les trucs. Donc en fait un épisode sur 2 c'est 2 meufs qui parlent de masculinité entre elles, et c'est vachement cool parce que c'est des meufs dont c'est le métier, hein. Elles sortent pas des idées de leur cul. Mais moi j'avais pas envie de faire ça, et je préfère avoir un mec qui, avec ses propres mots, se met un peu à poil en fait et réfléchit à des trucs auxquels il a pas forcément réfléchi, à des questions qu'on lui a peut-être jamais posées. Parce que j'espère qu'en écoutant ça, si vous êtes un mec, vous allez y réfléchir aussi. Et si vous êtes une meuf et que vous avez des mecs dans votre vie, en fait peut-être que si vous avez envie, ça peut ouvrir la discussion. Ou leur passer, si vous voulez pas ouvrir la discussion. Oui, ou bien sûr, n'hésitez pas à faire circuler. Mais bon, après, encore faut-il... moi j'ai des... j'en ai plus parce que j'ai que des potes déconstruits maintenant. Je suis dans ma bulle, mais... Alors déconstruit, ça veut dire que... Déconstruit, ça veut dire que, en tout cas, qui sont intéressés, je pense, par le sujet et qui, je pense, vont écouter ce podcast. Merci beaucoup. Mais j'ai pas toujours eu des mecs, des potes et des mecs qui étaient un peu plus mecs de base, on va dire. Et si je leur dis, et c'est pas péjoratif quand tu dis mecs de base. Ah non, pas du tout. C'est juste, en fait, qui ont pas réfléchi au sujet, parce que, comme tu disais au début, en fait, je suis un mec. C'est pas mal, voilà, c'est tout. C'est toujours mon avis principal sur la question. Tant mieux, j'ai pas envie que tu sortes de là en te disant mon Dieu, c'est horrible. Et d'ailleurs, juste pour dire que je suis un peu un charlatan, parce que je me sens pas du tout vulnérable en fait en parlant de ça. C'est ça le truc, c'est que vous parlez de vulnérabilité, mais d'un point de vue académique ou psychologique, peut-être que c'est le bon terme, mais en tout cas, je me sens absolument pas vulnérable à parler de ce genre de truc. Je me mets à poil entre guillemets, tu vois. Oui, je déballe un peu ma vie, tu vois, mais raconter ma vie, c'est ce que j'adore faire, donc. C'est pas vulnérabilité au sens où je sors de ma zone de confort et on parle d'un truc. Non, mais je suis vulnérable sur certains trucs, mais pas typiquement parler de ça, ce truc-là. Au contraire, je prends ça avec l'œil assez froid.
Ce que je veux te dire, c'est que du mec rationnel. Je comprends, mais t'es en train toi-même de diminuer le truc et de faire en fait, c'est bon, je suis pas vulnérable. C'est pas grave d'être vulnérable en fait, de se mettre en position de vulnérabilité. Non, mais je pense que. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais, C'est juste pour les auditeurs. Viens m'arrête Scous. Non, mais en fait, je comprends ce que tu veux dire. C'est juste pour les auditeurs qui. C'est pas grave en fait. Quand t'es un mec de se mettre en position de vulnérabilité, tout se passe bien. Et quand t'es une meuf aussi, en fait, c'est pas très grave. Est-ce qu'on conclut ? Je réfléchissais. Oui, on va conclure. C'est intéressant. Oui, on va conclure. Donc, j'ai quelques questions que j'aimerais à terme poser à chaque invité de ce podcast. La première question, à la base, je voulais demander que des personnes réelles, mais je vais l'élargir aux personnages de fiction parce que je me rends compte que tout le monde répond la même chose quand je demande pour des gens qui existent. C'est quoi, selon toi, les mecs, donc réels ou fictifs, qui incarnent une idée plutôt positive de la masculinité et qui ont l'air plutôt à l'aise dans leur genre ? Sachant que si j'élargis ça aux personnages de fiction, c'est parce que tout le monde répond The Rock et que du coup, on tourne vite en rond. The Rock ou Barack Obama. Donc ça peut être The Rock ou Barack Obama, mais ça peut être aussi des personnages qui n'existent pas. Moi j'aime bien Ron Swanson. Non mais pour le coup, il est archétypal au possible. Donc Ron Swanson, je résume pendant que tu réfléchis. C'est un personnage de la série comique américaine Parks and Recreation. C'est un mec qui, c'est un cadra avec une grosse moustache qui aime le whisky, la viande saignante, être dans la nature et construire des trucs et chasser. Donc au premier abord, il peut avoir l'image d'un mec quasiment fermé d'esprit, en fait, voire misogyne, puisqu'il valorise des loisirs et des façons d'agir qui sont considérées comme extrêmement masculines. Mais en fait, là où c'est intéressant, c'est que Ron Swanson, plus on apprend à le connaître, plus on se rend compte qu'il est absolument l'inverse il est pas aussi d'un mec misogyne. Et bourrin que ce qu'il veut bien laisser entendre. Il est vulnérable à sa façon. C'est un super personnage. Il aime les femmes fortes, avec une forte personnalité, de l'ambition, des femmes qui sont autonomes et qui sont capables de se gérer elles-mêmes et de partager un bout de leur vie avec lui si elles veulent. Et en fait, il est très chouette et loin d'être un genre loin d'être le gros con pour lequel il se fait passer, quoi. Clairement. Il aime juste pas du tout le gouvernement, alors qu'il bosse pour le gouvernement. C'est un autre sujet. Qu'est-ce que tu voudrais dire à un jeune mec de 13 ans, on va dire, qui débarque dans sa puberté et qui écouterait ce podcast? Est-ce que tu aurais un truc à lui dire? Prends le marteau et cogne, par exemple. Ouais. C'est qu'il faut garder les yeux ouverts, quoi, garder les yeux et les oreilles ouverts, et ne pas s'enfermer dans des certitudes qu'on pourrait avoir sur le genre ou la sexualité ou les gens en général, et essayer de rester attentif à ce qui se passe autour et avancer, on va dire, en regardant un peu autour, quoi. Ok, top. Plutôt un bon conseil. Oui, c'est clair. Merci beaucoup, Arthur. Merci à vous de m'avoir réinvité. Merci Fab. Merci Mimi. Merci Louise d'avoir surveillé que ça enregistrait bien. J'espère que ce premier épisode de The Boys Club vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre plein d'étoiles sur iTunes, comme ça on sera bien noté. Ça fait plaisir. Ce sera cool. On se retrouve tous les 15 jours, ce sera un jeudi sur 2. Et en attendant, gardez la pêche. Restez vrai. Gardez les yeux ouverts. Bye Internet. Merci Arthur. Ciao. Bisous. Mais en soi, c'est genre. Jeanne et Serge, pourquoi c'est un fuckboy? Pourquoi on le voit plus? Alors, en fait, Jeanne et Serge, s'il est là qu'un épisode, est-ce vraiment le sujet de ce podcast? Je ne sais pas. Non, mais Jeanne et Serge, c'est un dessin animé japonais qui a été importé en France. Peut-être on s'en fout en fait. Sur le volleyball. Alors, Louise a tranché. Louise, peux-tu répéter ce que tu viens de dire? On s'en bat la race. Non mais on va pas garder ça, donc tu n'étais pas obligé de lui refiler le micro. On peut garder le snippet audio de Louise qui dit on s'en bat la race, parce que je pense qu'il sera utile très bien. Dans différentes... Donc on coupe, à partir du moment où ça reprend. Yes. Et voilà, j'espère que ce pilote de The Boys Club vous a plu. Le deuxième épisode est juste là si vous voulez l'écouter. Vous pouvez bien sûr vous abonner sur YouTube, sur iTunes, sur SoundCloud, où vous voulez, pour ne rien rater, et laisser un petit commentaire avec des étoiles sur iTunes, ça me fera plaisir. Merci beaucoup.